Si tous les océans étaient de l'encre, que tous les arbres étaient des calames, que les cieux ne soient que parchemins et que tous les humains se faisaient scribes, cela ne suffirait pas à écrire ce qui se trame dans le cœur des gouvernants. Alexandre Adler, bonjour d'abord. Bonjour et merci. Merci à vous. Cette citation talmudique du traité Shabbat, je trouve qu'elle vous correspond bien. Vous avez passé votre vie à sonder le cœur des puissants, à tenter de déchiffrer l'équation des jeux de pouvoir, à vouloir saisir le ferment des relations entre pays et ce qui fonde l'identité des nations et des civilisations. Vous avez la gentillesse de nous recevoir aujourd'hui chez vous, dans le quartier du Marais, à Paris, et on va prendre un moment pour explorer votre géopolitique intérieure. Et pour ça, remonter le fil de votre histoire personnelle et familiale. Alors, avant ça, je voudrais juste commencer par un trait de caractère qui vous est propre et qui peut parfois surprendre et même en agacer certains. C'est que vous êtes habité par la certitude d'avoir raison contre tous. Ne serait-ce qu'en préparant cet entretien, on a parlé un peu de la guerre que la Russie mène en Ukraine et vous m'avez dit avec cet aplomb qui vous appartient, et oui, comme d'habitude, je suis le seul à avoir compris. D'où ça vous vient, ça ? Bon, d'abord, je devrais garder, comme toujours, l'allemand me vient tout de suite, Hochmut kommt vor der Fall. C'est-à-dire que le Hochmut, l'arrogance que je manifeste ici, à penser que je comprends mieux que les autres, ce qui est effectivement le cas d'ailleurs, eh bien, pourrait sembler tout simplement passible d'une sanction immédiate, c'est-à-dire que je vais évidemment me tromper un beau jour et j'aurai l'air d'un imbécile. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Donc, je devrais faire un appel à la prudence. Pourquoi je n'ai pas cette prudence ? Eh bien, je l'ai dit aussi à quelqu'un avec lequel j'ai essayé toujours d'avoir de bons rapports, et ça n'a jamais marché, qui s'appelle Roland Castro, qui me détestait profondément, pour de bonnes raisons, parce qu'il ne comprenait pas comment mon épouse, Blandine Kriegel, a pu me préférer, parce qu'il était prêt finalement à dire au fond, les hommes ne l'intéressent pas, elle est dans les grandes idées. Alors les grandes idées, ça va, mais alors aller choisir Alexandre Adler, un minable pareil, ça c'est une chose qu'il n'a jamais supporté. Alors qu'est-ce que vous lui avez dit à Roland Castro ? Je lui ai dit, écoute, tu comprends bien que finalement, je sais très bien que tu n'as jamais pu me piffer, mais au fond, tu avais de bonnes raisons pour cela, et je suis prêt à ne pas t'en vouloir, en tout cas certainement pas à en faire un grand cas. Mais si tu comprenais pourquoi j'ai été entièrement traversé par ces problèmes-là, je dirais que, comme dit la célèbre publicité, tu n'as qu'à prendre mon handicap. Comme ça, si tu veux ma place, prends mon handicap. C'est quoi votre handicap ? Mon handicap, c'est évidemment l'extrême incertitude que j'avais et la peur, parce que j'arrivais quand même, avec mon père, à communiquer par inconscient énormément. À communiquer par inconscient ? Oui, bien sûr. Il ne me parlait jamais, mais ce qu'il me disait, enfin ce qu'il ne me disait pas, justement, je le comprenais. Et je comprenais qu'il était menacé. Et qu'à plusieurs reprises, il a frôlé la mort, que Staline, tant qu'il était vivant, aurait décidé à un moment ou à un autre de le supprimer, et ce n'était pas si difficile que cela. Et par ailleurs, il a vu tant d'amis, tant de camarades espagnols, tant de tchéquistes dévoués, supprimés, assassinés avec beaucoup d'efficacité par Staline, et même des tueurs juifs qu'il avait trouvés pour cela, que finalement il était non pas miné, c'était un homme extrêmement courageux, mais entièrement persuadé qu'il jouait avec la mort. Donc ce que vous voulez dire, c'est que derrière cette paisibilité qui se dégage de vous, cette sensation que vous faites un avec vous-même, que vous êtes justifié dans votre existence, derrière ça il y a en fait une très grande fébrilité. Oui, bien entendu. Je pensais que mon père, ma mère par contiguïté, étaient des gens qui pouvaient à tout moment mourir. Et je ne le pensais pas, plus exactement, mon inconscient l'intégrait, et j'étais extrêmement inquiet, et pour ma mère, et pour mon père. Donc vous avez dû vous construire une sorte de blindage de certitude pour avoir un sol sur lequel marcher. Oui, absolument. Et
Au fond, j'imitais mon père et son caractère apparemment impavide, mais au fond, j'avais très peur, j'avais toujours peur. Et je me souviens très bien que nous attendions, quand mon père était allé aux États-Unis et qu'il est revenu, j'ai eu le sentiment véritablement d'une délivrance. Enfin, il y avait une inquiétude d'enfant qui ne m'a jamais quitté et qui se traduisait par un cauchemar étonnant que j'ai fini par comprendre. J'avais terriblement peur des géants. Si vous voulez, par exemple, les voyages de Gulliver, je pouvais m'évanouir quasiment quand je lisais ces passages de Swift qui sont d'ailleurs cauchemardesques. Alors, qu'est-ce que ça représentait, ces géants? Le géant, c'était Staline, et qu'il y avait une force gigantesque qui était là, et que à tout moment, Staline pouvait décider de se débarrasser de mon père, accessoirement de ma mère, et que donc il y avait une espèce de grand géant qui n'était pas du tout un géant sympathique, mais un géant terrible qui pouvait me dévorer. C'est pas l'ogre des histoires de Tommy Ungerer qui devient à la fin tout doux et gentil. Alors, c'est l'ogre terrible. En effet, à un moment donné, quand j'ai fini par comprendre ces histoires de Staline, et surtout, je dirais, quand j'ai eu la révélation de qui était mon père, grâce à Alexandre Avdeyev, un ami très cher qui était à l'époque ambassadeur de Russie, enfin de l'encore, c'était déjà la Russie, à Paris, j'ai eu finalement le moment de la fin des cauchemars, où petit allemand, ce personnage gigantesque devient tout petit, en effet. Et tout d'un coup, j'ai compris que tous ces cauchemars d'enfance, qui n'étaient pas du tout absurdes, mais qui étaient infondés, étaient en train de se réduire à rien. Et les géants sont devenus des nains. Les géants sont devenus des nains. Et vous avez arrêté de faire ce cauchemar, ça, c'est pas sûr. Mais bien entendu, tout ça a été terminé. Je n'ai plus peur de tout cela. Mais alors, il y a quelque chose d'incroyable dans ce que vous venez de dire, c'est que tout ça, Staline, alors que vous avez grandi à Paris, donc très loin de Moscou, tout ça, vous le subodoriez. C'était dans du métalangage, en fait, puisque vous n'en parliez pas avec vos parents. Non, mais que mon père, si quand même. C'est-à-dire que de temps en temps, mon père sortait des choses étonnantes et qui n'avaient pas de sens pour moi, mais il m'avait dit que le pacte germano-soviétique était le pire crime que Staline ait jamais commis. Donc il y avait quand même des mots. Oui, ça, il était absolument... Bon, il se présentait anticommuniste, alors c'était absolument pas vrai. Mais il disait cela. Ensuite, il m'a fait l'éloge de Shapochnikov. Qui Shapochnikov, c'est un personnage très intéressant, ancien blanc, général de l'armée soviétique, chef d'état-major général de l'armée, et qui a été le protecteur de mon père, c'est évident. Et Shapochnikov, effectivement, a tenu tête à Staline. Il l'impressionnait, Staline voyait qu'il était à la fois extrêmement franc, il était l'expression même, paraît-il, des manières de table tsariste, j'ai lu ça, enfin il mangeait alors que les autres bafferaient, enfin il avait toute l'éducation d'un officier tsariste, et il en imposait à Staline, qui en plus savait qu'il ne le trahirait jamais. Et donc, c'est rare ça. Mais oui, mais donc Shapochnikov est mort finalement d'un cancer terminal, juste à la fin de la guerre, je crois en 1943 ou 1944. Mais enfin, disons qu'avant, il a été chef d'état-major général, et il a été un homme qui a été certainement, avec le GRU, le protecteur de mon père. Et en tout cas, il en pensait énormément de bien, et c'est un nom que j'ai appris à chérir sans explication. Donc c'était une sorte d'ange gardien, comme ça. Voilà, Shapochnikov. Et alors, ce sentiment-là de faire un avec vous-même, il a des incidences très concrètes, justement, dans vos relations personnelles avec les puissants de ce monde. Puisque vous m'avez raconté que il se dégage quelque chose quand vous rencontrez des chefs d'État, il y a une confiance. Les chefs en général, oui. Des gens investis d'un pouvoir. Par exemple, mettons Fabius, par exemple. Fabius. Lui n'a jamais été chef d'État, mais je veux dire qu'il était quand même, qui était un les leaders. Eh bien, ils se sentent en confiance avec vous parce que vous n'êtes ni fasciné ni impertinent. Voilà. C'est-à-dire que quand on est devant, et c'est arrivé aussi avec David de Rothschild, qui a avec moi des liens extrêmement étroits, quand on est devant des personnages de ce genre, il y a à la fois, pour les gens, ils sont un peu obséquieux, parce qu'ils essayent évidemment d'être bien vus, donc ça déplaît évidemment, et cette obséquiosité est compensée au fond par une agressivité. Et alors de temps en temps, ça sort quelque chose d'agressif et
qui montre que Qui est l'impertinence... l'envers de l'obséquiosité. Voilà, que l'impertinence, ils sont prêts à les insulter, au fond, d'une certaine manière. Or, ça, je le vois parce que j'ai toujours eu un accès très facile à toutes ces personnalités, toutes, sauf probablement Jospin, que je n'arrivais pas à prendre au sérieux. Pourquoi ? Parce que Jospin, son père, est un des auteurs de Manifeste Mourir pour Danzig, avec Marcel Déat et Alain. Mais en tout cas, le fait de manifester qu'il ne fallait pas faire la guerre en 1939 pour Danzig, mourir pour Danzig, ça, c'est resté chez moi. Et je considère que Jospin n'est pas de mon milieu. Mais alors, il y a un puissant de ce monde, et pas n'importe lequel, avec lequel le courant n'est pas passé entre vous et lui, c'est Vladimir Poutine. Oui et non. Dites-nous. Oui et non. Dites-nous. Alors, j'avais fait un voyage de tourisme en Russie, à l'époque où les Russes voulaient un petit peu renouer avec tout cela. Et j'étais allé jusqu'en Sibérie, c'était d'ailleurs très intéressant, jusqu'à voilà, avec et Hélène Karadankos, pour les mêmes raisons que moi, l'avait fait, donc elle est témoin de cette histoire. Là-dessus, nous sommes invités à un débriefing amical chez Poutine. Et Poutine, bien entendu, dans sa mégalomanie habituelle, a choisi, pas n'importe quel endroit, mais la célèbre datcha, la Blizhnaya, la lointaine, qui est un peu la banlieue de Moscou, qui elle-même a vu la mort de Staline. Mais non, il a occupé les lieux et il voulait donc nous recevoir là-bas. Et comme on dit là-bas, il avait mis les petits plats dans les gants. Et non seulement il m'avait bien reçu, il m'avait très bien reçu, puisqu'il avait mis... parce que c'est un garçon qui connaît l'étiquette russe, et puis c'est documenté. Alors donc, il avait mis Hélène Karadankos à sa droite, ce qui est tout à fait normal, puisqu'elle est secrétaire perpétuelle de l'Académie française, ne serait-ce que cela, mais pour toutes les raisons du monde. Et puis, parce qu'elle est princesse Orloff. Ah. Bah oui, elle est quand même la descendante directe d'Orloff, l'amant de Catherine la Grande. Bon. Et vous, à sa gauche, alors ? Et moi, à sa gauche. Et donc, c'était tout à fait pour m'honorer, moi aussi, et bien entendu, s'il m'honorait, c'était à cause de mon père. Il était au courant de toute cette affaire. Évidemment, il a quand même un KGB qui est là pour qui travaille. Connaître, oui, et puis ne pas connaître mon père, c'était difficile pour eux. Alors, donc, dans ces conditions, le début, c'était très bien. On est donc tous assis comme ça. Et à un moment donné, chacun y va de sa question. Alors, il fallait poser des questions insidieuses. Et moi, malheureux, je lui pose une vraie colle. Et comme il est paranoïaque, il a cru que cette question avait été inspirée par ses ennemis qui étaient là, d'autres, parce qu'il y a toujours des ennemis pour lui. On est toujours un peu avec Staline, là, hein ? Oui, on est tout. Il est complètement dans la folie stalinienne. Et alors il me dit, je lui dis, je ne comprends pas pourquoi, il avait fait ça d'ailleurs, vous avez fait une OPA hostile pour entrer dans EADS. EADS, à l'époque, c'était l'esquisse d'une défense européenne, commune à la France, à la Belgique, à la Hollande et à l'Allemagne. Je dis, là, vous avez fait quelque chose qui était quand même compliqué, parce que nous voulions, c'était la clé de la naissance d'un arsenal purement européen, pas américain, et là, en rentrant, vous perturbiez tout. Alors que ma question est donc, pourquoi ne pas avoir choisi Airbus ? À l'époque, Airbus, c'était purement civil, où au fond, ça ne posait aucun problème. Et vous auriez pu rentrer dans Airbus sans histoire, mais pas EADS, parce que là, vous touchiez au problème de défense. Pourquoi avez-vous fait ça ? Alors là, j'ai eu l'impression qu'il allait me casser la gueule. Ah oui. Il s'est senti agressé, là. Totalement. Comme il est paranoïaque, il a pensé que la question avait été inspirée par des gens qui savaient, et qui lui ont envoyé ça dans les dents. Et donc, il a pensé que j'étais leur truchement. Et donc, toutes les bonnes dispositions qu'il avait à mon encontre s'étaient transformées. Il avait, on se sent qu'il s'accrochait au bastingage parce qu'il voulait se lever et me foutre une baffe. Oui, les champions de judo en plus. Donc. Oui, bon. Mais il s'est retenu. Il s'est retenu parce qu'il a compris que c'était quand même pas possible, mais il était là, brûlé de haine. Et à ce moment-là, il m'a répondu, et sa réponse était extraordinaire parce qu'il a fait un éloge d'Israël. Ah. Et il m'a dit, mais écoutez, non seulement je n'ai pas peur, ça n'a rien à votre distinction le distinguo entre les affaires militaires et les affaires civiles, c'est ridicule, et grotesque, enfin il m'a injurié. Et il m'a dit, et d'ailleurs je vous en donne la preuve,
nous avons d'excellentes coopérations avec des pays qui ne sont pas dans l'OTAN et avec lesquels nous avons une coopération de défense. Et je vous en donne un, me dit-il, triomphant, et là c'est comme s'il m'avait écrasé, il dit Israël. Il savait exactement ce qu'il faisait. Hein, bien entendu, il voulait, voilà, je traduis de mon Poutine parce que je savais le traduire comme je savais traduire mon père. Il dit, tu vois, sale juif, toi, tu es un petit dégonflé et tu louvoies pour essayer de te cacher. Et moi qui suis un héros, voilà, je l'ai dit les choses, j'aime Israël. Hein? Et ça, tu n'en es pas capable. Alors tout est là en fait Alexandre Adler dans cette scène que vous venez de nous décrire. La Russie, Poutine avec en arrière-fond Staline, Israël, la question du sionisme, le judaïsme. Et Andropov, derrière ça. Alors Andropov, on va y venir, c'est un homme très important. Son père adoptif. On va y revenir, mais on va revenir à la source de tout ça. Vous êtes né en 1950 à Paris, de parents germanophones. Un père, Adler, et une mère, Bauer, c'est un nom très allemand, mais qui est née elle-même en Turquie, à Istanbul. Vous pouvez nous raconter ça ? C'est assez simple, mais évidemment, il faut décomposer. C'est-à-dire que mon grand-père, David Bauer, était en fait ingénieur des eaux et forêts. Et après avoir cherché un emploi à Berlin, puis à Vienne, c'était une période un petit peu... Il y avait une petite crise économique, je crois c'est 1900, 1902, 1903, enfin c'est juste un moment comme celui-là. Et il a eu, en consultant les petites annonces, il y avait un poste qu'on lui offrait pour un projet géopolitique qui était majeur à ce moment-là pour l'Allemagne, qui était le Bagdad-Bahn, le chemin de fer de Bagdad, de Berlin à Bagdad, qui était en fait la réponse allemande au transsibérien que la Russie dont la Russie avait bénéficié parce que la France voulait que la Russie puisse mobiliser. Et c'est donc les Français, avec l'aide des Belges d'ailleurs, qui ont fait le transsibérien. Et bien de la même manière, les Allemands et les Autrichiens ont fait le Bagdad-Bahn. Et donc mon grand-père a été recruté pour faire le Bagdad-Bahn. Il connaissait très bien les bois. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait un emploi assez aventureux, puisque au fur et à mesure que la compagnie du chemin de fer de Bagdad lançait les traverses, il achetait le bois pour tout simplement faire les traverses. Et il allait, donc, il y avait beaucoup de bois qu'on consommait, donc il allait l'acheter en Anatolie, à cheval, dans des endroits invraisemblables. C'était une vie presque d'aventurier. En tout cas, voilà, il a appris parfaitement le turc, comme cela. Et il a appris à connaître une région que ma grand-mère considérait encore, quand on disait l'Anatolie, c'était l'Afrique, quoi. C'était évidemment cette partie moyenne-orientale et totalement sauvage. Et alors, il a épousé qui, cet homme, David Bauer ? Alors, très jeune, il a rencontré, lorsqu'il était encore... Quand est-ce qu'il a rencontré ma grand-mère ? Elle avait 18 ans, en tout cas. Et elle, c'était une Turque ? Non, pas du tout, c'est une juive russe. Ah. Elle est née elle-même encore presque dans l'Oural, en fait, voilà. Et en venant en Biélorussie, c'était de Moguiliov, en Podolie. Et donc voilà, à 18 ans, donc mon grand-père est tombé amoureux d'elle, et il l'a épousée, il l'a quasiment enlevée. Et à partir de là, ma grand-mère est devenue la compagne de mon grand-père et ils se sont aimés et ils ont eu 5 enfants. Et vous avez même connu cette grand-mère encore ? Comment je l'ai connue ? Et parce que d'abord, ma mère a voulu, quand je suis né, me présenter. Donc elle a voyagé, je suis arrivé à Istanbul en un hiver étonnant où d'ailleurs la mer Noire avait gelé. C'était en fait une ville russe. J'ai eu ma première impression d'Istanbul, aussi incroyable que ce soit, c'est d'une ville russe marquée par la neige, où je ne parlais que russe avec ma grand-mère. Donc c'était absolument... Vous aviez quel âge là à peu près ? 4 ans. Ah ouais, vous vous souvenez de ça ? Je m'en souviens encore, c'est un de mes souvenirs les plus extraordinaires. Et à 4 ans, vous parliez russe ? Oui. Incroyable. Avec ma grand-mère. Ouais. Elle vous a appris l'italien aussi ? Alors voilà, après elle m'a dit, elle voulait m'apprendre le russe, j'en avais 3. On avait 3 mois à peu près, puisque bon. Et alors elle m'a dit, écoute, au fond le russe ça va être un peu dur, je vais t'apprendre l'italien, parce qu'elle avait été élevée à Trieste.
Et elle parlait parfaitement l'italien. Et c'est donc comme ça qu'elle m'a appris l'italien. Là, on est vraiment dans un univers littéralement cosmopolite. C'est un peu comme la Salonique que décrit Edgar Morin. Exactement. On parle 8 langues. Voilà. Et on avait trouvé un mot, ma mère disait emigranto. Alors, on commençait toujours une conversation dans une langue et on la finissait dans une autre. Généralement, mes parents faisaient un grand effort pour me parler français, mais ça ne durait pas. Moi, j'étais impatient. Ma grand-tante était insupportable, donc je lui parlais tout de suite en allemand, parce que je voulais savoir quand même la fin de telle ou telle chose. Et puis, il m'arrivait aussi d'émailler tout ça de russe. Donc c'est la langue dans laquelle vous baignez, en fait, l'émigranto. Dans l'émigranto, oui. Je pense en émigranto. Souvent, d'ailleurs, les choses, quand je m'énerve, me viennent dans une langue ou dans une autre. Ce sont des phrases faites de plusieurs séquences de langue. Bah, quand je veux dire, il a été pistonné, il a eu ça, pas blat. Le blat, c'est le piston en russe. En russe, d'accord. Mais sinon, je dirais, quand je dirais, il est arrivé, on ne sait pas comment, gehupt wie gesprungen, c'est de l'allemand. Et puis, ça m'arrive aussi. Nulle part, ouais. Voilà, mais ça peut être de l'anglais. Et cela dit, je suis extrêmement frappé du caractère presque apodictique, enfin décisif, de tout ce que ma grand-mère m'a dit. Il se trouve que, pour des raisons complexe. Elle a considéré que c'était moi qui serais l'héritier principal de la famille et que c'est moi qui porterais la famille en majesté. C'est curieux, hein, mais elle en était persuadée. Et elle m'a toujours traité comme ça. J'étais la personne qui l'intéressait le plus dans la famille. Elle respectait beaucoup mon père. Elle n'aimait pas tellement ma mère. Elle a été rejetante. Elle n'aimait pas votre mère? Non. Ouais. Non. Elle a été rejetante. Pourquoi? Alors là, on touche à un secret de famille extraordinaire. Mais ma mère avait une grande sœur à peine d'un an plus âgée qu'elle, 1 an et demi, qui s'appelait Ruth. Et ma tante Ruth, que j'ai bien connue aussi, concentrait toute son attention. Mais alors, votre mère, rejetée par votre grand-mère, mais vous, le préféré de votre grand-mère, quel type de relation ça a installé entre vous et votre mère, ça? Au départ, excellente. Excellente, elle m'aimait beaucoup, maman. Mais en même temps, longtemps, et je l'ai compris à la fin de sa vie, ce qui comptait pour elle, c'était l'histoire d'amour avec mon père. Mmh. Et d'une certaine manière, sans savoir ce qu'était la vie de mon père, qui était compliquée, elle était essentiellement concentrée sur mon père. Ah oui. Et elle admirait votre père? Elle l'aimait. Elle l'aimait profondément. Et je peux dire que d'ailleurs, je dois aux frasques de mon père d'être en vie. Pourquoi? Eh bien, parce que, évidemment, tourmenté par la guerre, la clandestinité, et puis, au fond, ce contexte difficile, ma mère ne voulait pas d'enfant. Mmh. Et pour mon père, c'était une tragédie. Ma mère avait déjà 33 ans, c'était vraiment l'âge limite pour concevoir. Et il voulait absolument faire un enfant avec ma mère. Et comme celle-ci se refusait tout cela, à s'y préparer, ne voulait pas d'enfant, mon père, à ce moment-là, l'a menacé. Il lui a dit, écoute, si nous n'avons pas d'enfant, j'irai ailleurs. En fait, l'ailleurs, c'est pour ça que je lui suis si redevable, c'est mon demi-frère, Grégor Gysi. Alors là, il faut expliquer. Alors, commençons par le commencement. Pendant la guerre, mon père a été le chef militaire de l'Orchestre Rouge. C'était son titre. L'Orchestre Rouge, avec Harry Robinson, qui était son alter ego, était l'organisation d'espionnage soviétique dans tout l'Occident, donc aussi en Allemagne.
Bien entendu, les juifs allemands qui étaient dans l'Orchestre Rouge étaient tous en réalité déjà en Angleterre ou en France. Et nous arrivons évidemment à la famille Lessing. Rachel Lessing était la sœur du grand Lessing, dont on va retrouver le prénom, hein, qui avait dénoncé le manque de courage des juifs assimilés qui voulaient toujours se passer pour allemands et ne se reconnaissaient pas comme juifs. Lui l'a fait et il l'a payé de sa vie, puisque des nazis autrichiens l'ont poursuivi à Karlsbad, à Karlovy Vary comme on dit aujourd'hui, où il était en train de se réfugier et l'ont assassiné. Donc en fait, c'est une famille de martyrs à la fois il était bien sûr communiste, mais c'est une famille aussi de martyrs d'Israël. Et bien entendu, c'est la saga de toute notre petite famille de juifs allemands, les Lessing. Rachel Lessing était une jolie femme, et bien entendu, mon père s'en est occupé. Et c'est avec elle qu'ils ont eu Grégor, un enfant qui était donc Grégor Gysi, qui était en fait Grégor Gysi, qui est une figure de la gauche allemande, voilà, et qui est donc votre demi-frère. Qui est mon demi-frère, comme tout le monde peut s'en apercevoir. Il suffit, moi-même, je l'ai vu pour la première fois sur un écran à Berlin le jour de la chute du mur, et je suis resté absolument bouche bée. C'était moi. C'est-à-dire qu'il avait des expressions de moi, des façons d'être. Même, je dirais, certains points, comme par exemple, quand il est fatigué, il s'essuie les lunettes ou il se frotte les yeux. Exactement la fatigue ophtalmique que j'éprouve aussi. Alors non, ce n'est pas moi qui l'éprouve, et c'est pas lui qui l'éprouve, c'est mon père. C'est votre père. Parce que c'est mon père qui était comme ça. Et bien entendu, étant donné que c'est lui, l'origine génétique des deux... Donc en fait, quand votre père dit à votre mère, si tu ne veux pas avoir d'enfant, je vais voir ailleurs, c'est-à-dire chez les siens, chez cet enfant qu'il a déjà. C'est déjà fait. Et donc il dit, je peux aussi aller à Berlin, et à Berlin-Est bien sûr, et m'occuper de ce garçon, qui est mon fils après tout. Et alors votre mère a cédé, et lui a concédé un enfant. Et ma mère, qui est quand même pré-freudienne, elle dit tout. Elle m'a dit un jour, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je suis rentré de chez le gynécologue à pied, tellement j'étais bouleversé, et j'ai pleuré tout le chemin. Oui. Alors là, j'ai compris que je n'étais pas un enfant absolument désiré par ma mère. Pourquoi il y avait ce refus très fort d'avoir des enfants du côté de votre mère ? Je crois qu'elle avait été trop chahutée. Et je pense que le rejet de ma grand-mère, il y a quelque chose là-dedans de très difficile. Voilà. On peut du coup comprendre aussi pourquoi votre grand-mère vous adorait autant, puisque vous étiez en fait le déni, la contestation de cet élan de votre mère à mettre fin à l'histoire. De la névrose familiale, voilà. C'est-à-dire l'histoire continuait, rien n'était perdu, et j'étais finalement elle était persuadée de ça, que c'est moi qui allais être die Rettung der Familie, le sauveur. Le sauveur de la famille, elle le pensait vraiment. Et bien entendu, j'ai été porté par ça. C'est ça qui a donné un optimisme et une arrogance non pareil, parce que je dis aussi, avec tout ce que j'ai eu sur la tête, c'est quand même bien le moins qu'au moins je comprenne la Russie comme si je l'avais faite. On parlait donc émigranto, mais pas un mot de yiddish. Non, le yiddish était uniquement réservé à la dérision. Ah. On détestait évidemment les gens qui ne parlaient pas le Hochdeutsch. Donc il y avait un peu de mépris propre aux juifs allemands. Les petits juifs qui ne parlent pas, qui parlent à Mauschen, c'est ça, ça vient de Moïse, hein, Mauschen, mais c'était qui paragouine, quoi. Qui parle du petit juif, voilà, c'est pas digne. Donc évidemment jamais, sauf évidemment par dérision. Par exemple, quand mes parents étaient témoins, mon père et ma mère partageaient ce genre d'attitude d'ailleurs, de trucs de très mauvais goût, par exemple.
Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a mis, je sais pas quoi, du mauvais goût, quoi, du kitsch. Alors, pour dire, c'est sehr schön, c'est très beau. C'est dérision pour dire, ah oui, ça, en yiddish, on dirait que c'est beau. Les yiddishistes pensent sûrement que c'est beau. Tellement ils sont incultes. Oui. Donc on méprisait tellement le yiddish qu'on employait le yiddish uniquement pour parler de façon méprisante. Voilà, ou alors on avait des mots argots, par exemple, enfin non. Mais par exemple, on utilisait bien sûr ça c'est de l'hébreu yiddishisé, métier. Ah oui. C'est pour dire, voilà, t'as acheté encore du toc, qu'est-ce que c'est encore que ça C'est une trouvaille. Voilà, oui. un métier, voilà, une parentifrase. Voilà, parentifrase. Ou, bien entendu, la plus importante, nebi. Donc, qui veut dire c'est rien du tout. Un nebi, c'est rien du tout. Et alors, donc, ça, on retrouve ça d'ailleurs chez Hermann Cohen, qui aimait beaucoup cette expression. Il disait, wir sind nebi, ein großes Volk. Il semble bien que nous soyons un grand peuple, tu sais pas. Sous-entendu, oui, tu parles. Et donc, le nabi était absolument permanent dans l'allemand de mes parents. Et c'est ça, parce que vos parents parlaient allemand entre eux. Interjeté, mais bien entendu, uniquement allemand. Et bien entendu, comme finalement, je fais assez mon temps à les écouter et à les comprendre, j'ai compris l'allemand bien plus vite qu'il ne l'imaginait. Et bien plus vite que le français, en fait. C'était votre première langue. Et oui. C'est pour cela que, d'ailleurs, mes parents étaient fascinés par ma précocité, puisque un jour, il y avait un four qui était allumé, il y avait de la chaleur qui se dégageait, et alors je passe devant et je dis « heiß », c'est chaud. Alors mes parents se regardent, il a bien dit ça? Il dit « oui, il a dit ça ». En fait, je comprenais parfaitement l'allemand à ce moment-là. Alors j'étais interpellé par cette anecdote, vous m'avez dit que le premier mot que vous ayez jamais prononcé, c'était « heiß ». Oui. « Heiß », ça veut dire chaud, ça veut aussi dire appeler, s'appeler, ich heiße Alexandre. Oui, mais ça, je n'y ai pas pensé. Il y a peut-être un sens caché, et c'est puis... mon nom, oui, c'est ça, le nom. C'est la façon d'appeler les choses. Lacan aimerait cette amphibologie, oui. Et puis, derrière cette chaleur, ce heiß, j'ai pensé, vous disiez, vous passiez devant une boulangerie, c'est ça, ou quelque chose comme ça, un four. Un four. Il y a une fournaise qui est celle de la Shoah, en fait. Et en fait. Vous êtes un enfant qui grandissait encore dans les vapeurs, si on peut dire, de la Shoah. On en parlait à la maison de la Shoah? Jamais, bien sûr. Jamais, mais des choses plus bizarres. Par exemple, un jour, je serrais convulsivement le bras de ma mère. Et alors, elle dit, mais arrête de me serrer le bras, comme ça, on était dans un grand magasin. Il dit, mais je ne veux pas te perdre. Mais tu vas pas me perdre, je te donne la main. Elle dit, mais non, mais je veux pas te perdre comme papa a perdu sa maman. Vous avez dit ça? Oui. Vous aviez cette information? Oui. Oui, ça je le savais. Parce que sans doute ma mère avait dit, tu sais, mais pourquoi on n'a pas grand-mère? Parce que j'avais une grand-mère. Et pourquoi l'autre? Papa l'a perdu. Donc il y a toute une partie de la famille de votre père qui a été déportée et assassinée. Ah bah comment? Vous pouvez nous raconter ça? Oui, tout à fait. Ils étaient des juifs hongrois, donc ils ont été pris les derniers. Et d'ailleurs, c'est là où Elie Wiesel a connu mon oncle. Et c'est la raison pour laquelle Elie Wiesel ensuite a eu une vraie passion pour moi, parce qu'il pensait à mon oncle qui est mort dans ses bras quasiment. Donc où ça? À Auschwitz. Auschwitz, ouais. Donc la famille de votre père a été assassinée à Auschwitz? Oui, la famille a été assassinée à Auschwitz. Et votre père, comment il a survécu? C'est une chose qu'il n'a jamais pardonnée, et j'ai cru longtemps que c'était une des raisons pour lesquelles cet homme, dont je voyais la culture extraordinaire, l'encyclopédisme, les connaissances et la pluralité des langues qu'il parlait, avait si peu de sa vie. Et une de mes amies, Monique Friedman, qui est un très bon peintre et qui avait beaucoup de sagacité analytique aussi, m'a dit, mais tu sais, ça c'est un réflexe des survivants de la Shoah, c'est-à-dire que ils disent pourquoi moi je suis vivant et mon frère n'est plus là, donc il ne s'est jamais pardonné d'avoir survécu. Voilà. Et c'était tellement convaincant que je me suis dit, bah voilà, ça explique. En réalité, non. Mon père a continué tout ce qu'il avait à faire, mais également dans la teinte sépia où il devait effectivement réparer. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez pris la mesure de l'ampleur de ce qu'a été la Shoah?
Oui et non. Je pense que c'est venu par petits bouts. Et je pense que c'est la rencontre avec Elie Wiesel qui a été décisive, parce que jusque-là, je pensais que tout ça était du larmoiement. Ah. Je n'aimais pas larmoyer, et j'ai trouvé que Elie Wiesel, je n'ai pas dit show business ou des choses aussi ignobles contre lui, mais au fond, ça me choquait un peu. Qu'il en fasse un commerce. Un peu. Qu'après tout, c'était quelque chose qui nous concernait chacun, et puis différemment. Et puis là, il m'a complètement décomplexé. Ah, comment? D'abord parce qu'il m'a parlé de mon oncle. Et puis ensuite parce que il a compris comment j'étais, mon attachement au judaïsme, le fait que j'étais quand même religieux. Ça l'a frappé énormément lorsque nous sommes allés ensemble en Roumanie. J'étais invité, et dans l'avion, j'ai mis mes téfilim. Ah oui. Et lui a trouvé ça extraordinaire, et il m'a parlé de ce qu'il avait écrit dans le testament du peuple juif assassiné, parce que, évidemment, les bonnes âmes l'avaient dit que j'étais communiste, que j'étais un communiste, m'avaient mis en garde. Et il m'a dit, mais non, il n'est pas communiste, il est comme moi, c'est comme ce que je raconte. Il est totalement juif. Et c'était vrai. Et donc, Elie m'a complètement décomplexé. Vous mettiez votre téfiline? À ce jour-là, oui. La première fois que je l'ai fait, c'est en Suisse. Un soir, un jour, j'ai décidé de mettre des téfilim. Alors Blandine a vu, elle a cru que elle a cru Vous perdiez la tête? Oui. Alors je lui ai expliqué ce que c'était. Et alors, elle n'avait jamais vu ça, et je lui ai dit, bah oui, je mets les téfilines là parce que je vais dire une prière. Donc vous avez encore votre boîte de téfiline? Ah oui. Chez vous à la maison? Oui, mais certainement que je dois tout le temps les changer. Enfin, j'en ai encore des propres, oui. Pourtant, la religion à la maison chez vous, c'était pas vraiment le judaïsme, c'était plutôt le communisme. Absolument. Jamais, je n'ai vu ni mon père, ni même ma mère manifester une véritable piété religieuse. Vous ont circoncis, vos parents? Non. J'ai dû le faire moi-même. Vous l'avez fait? Oui. C'est un geste fort, quand même. Bah oui, c'était pas agréable. Ouais. Enfin bon. Et il y avait, grâce au rabbin de Copernic, que je fréquentais, je lui ai demandé comment ça se faisait, et en fait c'est plus fréquent qu'on pense, notamment dans toute la génération qui est passée par la Shoah. Les enfants, on faisait pas ça pour les enfants à cause des risques que cela comportait. Bon. Et donc je l'ai fait. Et j'ai eu très peur, évidemment, ensuite d'avoir des troubles sexuels, mais c'est l'inverse qui s'est passé. Ah bah tant mieux. Oui, ça m'a au contraire libéré entièrement. Ça a ouvert quelque chose chez vous? Oui, je pense que ça m'a décomplexé, ça m'a rassuré. Quel âge aviez-vous quand vous avez fait ça? 22 ans, je pense. D'accord, adulte. Oui. Vos parents, c'est donc ce communisme athée intégral. D'où ça leur vient, leur communisme? Mon père, c'est de sa famille, car il était devenu communiste. Non, il était devenu sioniste de gauche d'abord. Très vite, il est passé au Parti communiste. Donc là, on est dans les années... Dans l'université polytechnique de Brünn, en Moravie. On est dans quelles années, là? C'est juste 1918. D'accord. Juste après la Révolution. Voilà. Et à ce moment-là, en 1918, il a été vu comme communiste, il a été expulsé de Brünn, donc de Tchécoslovaquie. Et à ce moment-là, il a été tout simplement son cousin qui le protégeait depuis toujours, Béla Kun, qui était le chef des communistes hongrois. Et qui était juif aussi. Bah oui, Kun, c'est Cohen. Comme vous êtes un Cohen. Mais nous, bien sûr, et pour cause. Eh bien, Béla Kun, lui, donc, depuis qui était en exil à Moscou, l'a fait venir à Moscou. Et là, étant donné qu'il avait l'appui de Béla Kun, il a été recruté très vite. Il a fait une école militaire, il a été recruté, et puis ensuite versé, non pas au GRU, comme je pensais, il a été ensuite réunifié avec le GRU pendant la guerre d'Espagne, mais au KGB. Enfin, à l'INU,
c'est-à-dire les affaires internationales du NKVD, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur, donc le KGB. Donc on l'appelle le KGB, comme maintenant on est obligé, comme tout ça a changé tellement de nom, oui. de rester sur un nom. Les services secrets soviétiques à l'époque. Et c'est comme ça qu'il a été envoyé d'abord en Allemagne. Ah oui. Et puis ensuite, à l'arrivée de Hitler, il s'est retrouvé à... Est-ce qu'il fait partie de ces juifs qui voyaient là-dedans, qui projetaient là-dedans une espérance messianique? Sans aucun doute, mais jamais il ne le redit. Le messianisme, c'était Moscou, c'était la Troisième Internationale, c'était Lénine. Pour votre père? Bien sûr. Ouais. Et vous m'avez dit, pour vous, de drapeau, il n'y en avait qu'un quand vous étiez enfant. C'était pas le drapeau de l'État d'Israël, ni même celui de la France. C'était le drapeau des républicains espagnols. Mais oui, parce que c'est la chose qui a compté le plus pour mon père. Mmh. Et je me souviens encore comment nous n'avions pas le droit d'aller en Espagne. Et même comment il avait regardé la terre d'Espagne une année où j'étais à Luchon. Je faisais une cure parce que j'avais des problèmes de sinus. Et donc nous avions marché jusqu'à la frontière espagnole et il regardait comme ça, avec un regard d'aigle, le regard d'Adler, de cette terre qu'il fallait maintenant envahir pour rétablir la République. Donc la terre promise, c'était l'Espagne. Saludi Repubblica, comme on disait encore à cette époque-là. Ouais. Et quand je vois les photos, effectivement, parce que par chance extraordinaire, j'ai une photo de lui avec un groupe à Barcelone. Il est là, et d'ailleurs c'est le premier à se planter, c'est celui qui se plante le plus. Donc il était dans les brigades internationales? Mais comment? Ouais. Non, pas vraiment les brigades internationales, il était dans dans la mission militaire soviétique dès le départ. Où est-ce qu'il a passé la guerre, votre peur? Alors, mon père a payé une guerre assez mouvementée. En 1939, en 1938 déjà, il s'était engagé volontaire. Il a été rappelé de nouveau en 1939, et il avait été officier de réserve en Roumanie, curieusement, ça n'avait pas... Il y a longtemps. En tout cas, il était sous-officier et préparé à rejoindre une école d'officiers, mais il devait passer par la Légion étrangère. Donc il s'est retrouvé au régiment de marche des volontaires étrangers, le 21e. Il y en avait 3 régiments, 21e, 22e et 23e, qui est tous dérivés du 2e régiment de marche de la Légion, le Heureux-Meuleux, régiment de marche de la Légion, qui est un régiment extrêmement héroïque. Mon père donc en a été membre. Ensuite, pendant la débâcle, il s'est replié avec ce régiment qui est dissous à 7 fonds dans l'Hérault. Et là, il était démobilisé. Il est remonté, alors cette fois-ci par le réseau du Guérou jusqu'à Paris. Là, il a épousé ma mère. Et de là, ils sont partis. Lui a franchi la ligne de démarcation sans grande difficulté. Ma mère, ça a été plus difficile, on lui a tiré dessus et tout, mais là, finalement, ils se sont rejoints à Perpignan. Et depuis Perpignan, il a dirigé l'Orchestre Rouge. Alors, lorsque l'invasion de la zone sud était programmée, mon père le savait déjà par le renseignement, il a emmené ma pauvre grand-tante, qui avait déjà des mauvais pieds, et mes cousins qu'il avait élevés à Perpignan. Il les a tous enlevés, et ma mère bien sûr, et ils ont fait à pied toute la traversée des Pyrénées, ce qui n'était pas dur, jusqu'à Gérone. Là, à Gérone, ils ont été donnés par le prêtre local, qui les a immédiatement dénoncés à la Guardia Civile, et il s'est retrouvé donc dans le camp de concentration de Miranda de Ebro, qui lui-même était très sévère à ses débuts. Ma mère a été envoyée tout de suite dans une prison de femmes. Il n'avait rien à manger, mais enfin ça allait. Et puis, évidemment, entre-temps, les défaites de Stalingrad et autres sont venues, et l'Espagne a adopté un tout autre ton à l'égard ils ont commencé à les ménager, etc. Et ils ont préparé la suite. Ils ont préparé la suite, et donc, puis les Espagnols, c'est un peuple très généreux, c'est ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que ma mère allait pétitionner pour mon père, parce qu'elle était déjà libérée à Madrid,
Et elle était reçue dans les ministères et tout ça, et il leur a dit, mais oui, mon petit, on va voir, etc. Ils étaient très gentils. En tout cas, à la fin des fins, mon père a été effectivement libéré, et ils ont pu partir, ce qui n'était pas son idée, parce qu'il avait déjà formé un réseau à Miranda et tout ça. Mais il s'arrêtait jamais, en fait, dans ses activités d'espionnage. Il s'arrêtait jamais, il recrutait tout le temps. C'était un homme extraordinaire. Et ça a duré, donc après... Nous sommes entrés en 42. Alors après, ils sont arrivés jusqu'à Lisbonne, ils ont réussi. Oui. À Lisbonne, ils ont pris un bateau anglais qui faisait le tour de l'Afrique, puisqu'on ne pouvait pas passer par la Méditerranée encore. À l'époque, c'était encore les bombardements allemands. Il y avait encore, Malte était inaccessible. Et donc, ils ont pris un bateau qui, d'ailleurs, dans les mémoires de Churchill, s'appelait un très grand bateau qui s'appelait le Stratheden. Et sur le Stratheden, ils ont fait le tour de l'Afrique. Pour aller où ? Pour aller en Palestine. Ah oui. Parce que... dans le vieux Yishuv. Mais oui, parce que là, ma grand-mère avait fait une agitation, etc., par l'ambassade de Turquie. Et donc, finalement, ils ont eu une autorisation Aleph. Pas bête, une autorisation clandestine. Ils sont rentrés par la grande porte. Par la grande porte et par Moses Wells, les sources de Moïse, c'est-à-dire le petit chemin de fer qui partait du canal de Suez et qui arrivait à Haïfa. Et donc votre père et votre mère se retrouvent en Palestine. À Haïfa. Et ils y restent durant toute la guerre ? Alors, non. C'est là où a lieu la grande mutation, aussi bien pour mon père que pour ma mère. Pourquoi ? Eh bien, parce que ma mère, elle, à ce moment-là, arrivant en Palestine, s'est portée volontaire dans les forces auxiliaires de l'armée britannique. Et votre père, il faisait quoi pendant ce temps-là ? Alors, voilà. Pendant ce temps-là, mon père, lui, soi-disant expert, etc., a été recueilli par le kibbutz Afikim. Pourquoi le kibbutz Afikim ? Parce que c'est un kibbutz qui a été constitué entièrement de communistes, communistes. Au départ russes, il y avait quelques Tchèques aussi, qui tous avaient donc été à l'époque où le sionisme était encore autorisé en Union soviétique jusqu'en 1928. Et après, donc, ils ont créé le kibbutz Afikim. Mais c'était plutôt la ligne dure du communisme. Ils étaient pas durs. Ils étaient communistes. Ils étaient pour Staline, pour l'Union soviétique. Voilà. Et pour la guerre d'Espagne, bien sûr. Donc des sionistes communistes. Bon, oui, il y en avait. Mais alors pourquoi vous n'êtes pas né dans un kibbutz ? Ah ben voilà, c'était mon grand regret. D'ailleurs, j'ai dit à ma mère, tu sais, je vais peut-être aller en Israël. Et à ma grande surprise, elle m'a dit, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais je n'ai rien fait de tel, j'étais déjà normalien, j'avais ma vie faite, la France me retenait pour toutes les raisons, y compris affectives. Donc je ne l'ai jamais fait. Mais pourquoi vos parents se sont rendus en France ? Pourquoi ils ne sont pas restés en Palestine ? Parce que Bethel, ça, mon père a d'abord été là-bas, et bien entendu, c'est là que commence un épisode extraordinaire de l'histoire que l'on ne dit pas. C'est à ce moment-là que Beria, qui était en fait le véritable organisateur de tout ça, à la tête de la direction suprême soviétique, a eu l'idée d'organiser le partage de la Palestine. Il fallait un plan de partage, ça avait commencé déjà en 1936, mais un partage, cette fois-ci, où l'Union soviétique serait naturellement la protectrice des Juifs, tout à fait naturel. Comme chacun sait. Bien entendu, comme comme on dit en russe, on s'en est rendu compte par la suite. Tandis que, évidemment, les Anglais protégeraient les Arabes. Et donc, le plan de partage serait négocié entre Moscou et Londres. Bien entendu, il serait doublé d'un plan de partage des zones pétrolières en Iran. Alors ce plan complexe, finalement, Churchill n'en a pas voulu. Et alors, en quoi ça a impliqué votre père ? Mon père, à ce moment-là, s'est découvert. Il est devenu le représentant direct des services secrets soviétiques auprès
du gouvernement britannique. À Londres. Non, en Israël, en Palestine. Et c'est pour ça qu'il a été recueilli à Afikim, qui était un kibbutz communiste. Ok. Mais depuis Afikim, soi-disant expert en bois, il était en fait chargé de négocier avec les Anglais. Et cette négociation a traîné et elle n'a pas eu lieu. D'accord. Finalement, après Yalta, Churchill a dit non, après Téhéran, Churchill a dit non, Makash, je ne négocie rien du tout. D'ailleurs, il ne voulait pas que les Juifs soient sous la coupe des communistes lui-même. Enfin, tout ça, ce n'est pas fait. Du jour au lendemain, mon père était rappelé. Et c'est là que je n'ai vraiment rien compris, parce que ça, mais ma mère me l'a raconté. Comment et pourquoi un couple de Juifs réfugiés en Palestine peut traverser la mer avec les affidavits, avec les droits, les laisser passer pour entrer à Paris. Et pourquoi Paris? En France. Pourquoi en France? Parce que c'était de là qu'il avait dirigé l'Orchestre Rouge et on voulait qu'il continuât son action. Donc en pleine guerre? En pleine guerre. En pleine guerre, il quitte la Palestine pour se rendre dans la gueule du loup en France? Non, c'était la libération avait eu lieu. Ah. Mais enfin, c'était quelque chose. Ce que ma mère m'a raconté, ils ont pris 3 jours parce que tous les ponts étaient effondrés, etc., pour que le train les rapatrie de Marseille à Paris. Et tout ça pour la cause? Bah oui. Sur ordre du parti? Sur ordre du parti. Donc c'est des gens qui ont vraiment organisé toute leur vie en fonction... Non, ma mère en fonction de mon père. Oui, mais votre père... Elle comprenait d'ailleurs que la moitié de tout ça. Mais un jour, elle m'a dit « Ah, les communistes, c'est quand même des gens honnêtes. » Alors, j'étais tout étonné qu'une telle phrase vienne dans sa bouche, mais maintenant, je la comprends. Si vous voulez dire, mon père est un homme honnête. Et pas seulement lui, d'ailleurs, il y en avait d'autres. Mais en tout cas, Krasuki, par exemple. Il connaissait les crimes du stalinisme. Non seulement il les connaissait, mais il les dénonçait et il a tout fait pour qu'on réhabilite un certain nombre de gens. Donc il y a quelque chose de très clivé là chez quelqu'un comme votre père. C'est-à-dire qu'il a conscience de tout ça, il a cette ironie distancée, mais en même temps, il organise quand même sa vie. Il se rend quand même à Paris pour ça. On ne peut pas comprendre l'histoire de l'Union soviétique après la mort de Staline si on ne voit pas ce clivage de tous les gens. Khrouchtchev lui-même, même s'il avait été un fanatique de Staline pendant une période, était devenu, et le haïssait profondément. Et il voulait totalement qu'on tire l'intérêt sur cette période. C'est pour ça qu'il a été si maladroit à certains moments dans la déstalinisation, alors que Deng Xiaoping a été tellement habile dans la démaoïsation. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là étaient habités par la conviction de faire le bien, d'aller dans le sens de l'histoire. D'avoir fait quelque chose de grand et qui avait été trahi. Ils avaient été trahis, donc ils étaient toujours dans l'idée d'un Wiedergeburt, d'une Waswajding, d'une régénération. La Renaissance, qui est très importante dans la spiritualité russe, dans les récits du pèlerin russe, par exemple, de ces livres de piété qui étaient très importants à l'époque de Solovyov. Et donc, en effet, dans la pensée russe, il y a cette idée toujours. La mort et la résurrection. Dostoïevski, d'ailleurs, est totalement bâti autour de ça. Vous-même, vous avez été communiste? Alors, est-ce que je l'ai été? Bien sûr. Mais je l'ai été plus que cela. Je veux dire, j'ai eu le sentiment d'appartenir, non pas au Parti communiste comme tout le monde, ce dont on peut se déprendre. J'ai toujours d'ailleurs rigolé devant ce parti qui me faisait m'amuser profondément, que je trouvais ça toujours profondément ridicule. Un peu comme votre père, déjà. Déjà, bien sûr, je ne faisais que l'imiter. Mais en même temps, j'avais le sentiment... je vais le dire maintenant avec toute l'arrogance que je peux avoir, d'appartenir à une aristocratie du savoir et de la pensée, et que donc il m'incombait de redresser le communisme, de lui permettre de nouvelle naissance, de tirer un trait sur tout ce qui nous avait souillé, c'est-à-dire le stalinisme, les crimes, surtout la bêtise aussi, et que en même temps quelque chose de très grand avait été fait et allait revivre. Et c'est comme ça que d'ailleurs j'ai aimé tout de suite mon beau-père, Maurice Criégel-Valrimont, qui était pour moi l'expression même de cela, de l'intelligence et puis de la justice, de la justesse. Et bien entendu, je ne dis pas pour ça que c'est pour ça que j'ai épousé Blandine, j'étais très amoureux d'elle. Et je le suis encore, mais
j'ai vu dans cette famille Kriegel quelque chose qui était exactement ce que nous avions cherché aussi. Un communisme intelligent et juste. La vérité et un communisme compatible avec sa fidélité à Israël. À quel moment est-ce que vous avez cessé d'être communiste, Alexandre Adler? Alors, j'ai jamais été marxiste, parce que Marx a une pensée qui me déplaît. Et en particulier son antisémitisme, ses hésitations, ça. Intéressante comme pensée, mais souvent fausse. Mais par contre, communiste, oui. Je pensais que Lénine était un homme beaucoup plus honnête, beaucoup plus naïf peut-être, mais en effet beaucoup plus grand dans sa façon de se confronter à la tragédie de la Russie que ne l'avait été Marx vis-à-vis des révolutions du XIXe siècle. Alors ça, c'est une parenthèse, mais donc je n'étais pas marxiste, mais j'étais communiste. Et donc, communiste, j'étais pour cette grande révolution et le courage que les hommes y ont toujours montré, et le même courage pendant la guerre mondiale. Et le désenchantement a eu lieu quand alors? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas tellement moi qui ai quitté le communisme, c'est le communisme qui m'a quitté. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils m'ont lâché. D'abord, évidemment, c'était quand même pénible d'avoir ces abrutis aboyer à Israël et essayer de s'accrocher désespérément à tout ce qui pouvait gêner Israël. C'était pas du tout la position d'Andropov, évidemment. Mais c'est ainsi que c'était. Donc ça, c'était insupportable. Et puis, surtout, l'absence de courage devant la vie. On avait vu une immense tragédie, il fallait le comprendre, en 89, et essayer d'en prendre la mesure. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Grégor Gysi tout de suite. Et ces imbéciles, non, pas du tout, ils sont devenus trotskistes. Et donc, le trotskisme, qui était une chose honorable, parce que c'était la protestation des vaincus dans l'histoire du mouvement communiste, et puis les défenseurs d'un certain intégrisme communistes traditionnels, les trotskistes sont devenus des vas de la gueule qui ont dominé tout en disant oui, on n'a encore rien vu, vous allez voir, maintenant c'était le stalinisme, mais maintenant ça va être formidable. Et donc là vous vous y êtes plus retrouvés. L'encéphalogramme plat, la bêtise, et puis alors la mauvaise monnaie chasse la bonne, la loi de Gresham existe, c'est-à-dire que les bêtises trotskistes sont devenues encore aujourd'hui. Nous avions Mélenchon qui est un trotskiste parmi les plus lamentables, mais il y en a beaucoup d'autres. Regardez par exemple les trotskistes ce qu'ils ont fait au Parti travailliste, qui en ont fait un parti antisémite en Angleterre. Écoutez, on va pas rester avec des gens... Vous êtes resté un peu stalinien ils nous ont dans quittés. Votre anti-trotskisme. Oui, bien sûr. Je préfère encore le stalinisme, non pas Staline, qui était une ordure absolument extraordinaire, tout à fait l'égal de Hitler. Mais par contre, les staliniens, oui, bien sûr, staliniens sincères, il valait mieux que ça. Vous restez un peu fidèle à votre père là-dedans. Oui, sans aucun doute, mais pas seulement. Je vois aussi, c'est comme ça que je me suis si bien entendu avec les Chinois. Sur d'ailleurs malentendu, les Chinois pensaient que je leur donnais des informations sur la Russie qui étaient si exactes que c'était certainement une fraction à l'intérieur de l'appareil soviétique, probablement Andropov, qui voulait par mon truchement donner des renseignements à la Chine. Alors les Chinois se trompaient, c'était moi, mais cela m'a permis de les connaître et de les aimer et de les apprécier. Et au fond, je vois que tous ces peuples, chez eux, il y a du mal et il y a beaucoup de bien. Et si on arrive à tirer par le bien, on finit par vaincre le mal. Là, y compris chez ces imbéciles de trotskistes, ils ne sont pas tous mauvais. Vous avez cette passion du décryptage de l'histoire. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « J'ai vu finir le monde ancien ». Est-ce que là, avec ce qui nous arrive, avec la guerre que la Russie mène en Ukraine, vous avez l'impression que finalement le monde ancien nous rattrape et que le cours de l'histoire reste fondamentalement imprévisible? Et non, je pense que justement cette affaire d'Ukraine est la fin, c'est comme en mathématiques, quand on ouvre une parenthèse, à un moment donné il faut la fermer. La fermeture de la parenthèse, c'est ce qui est en train d'arriver à Poutine. Bien sûr que Poutine est un homme très complexe, d'abord son dévouement à Israël, qu'il a exprimé hystériquement avec moi dans cette séance que je vous ai relatée,
mais qui est permanente. On le voit, la façon dont il a essayé d'arranger les affaires des Israéliens en permanence, tout en défendant les intérêts de la Russie à l'attaquer et en Syrie, eh bien, est tout à fait exemplaire. Il a tout fait pour essayer d'aider Israël. C'est un ami d'Israël. C'est un ami maladroit. Et d'une certaine manière, il faut bien, dans la teshuva générale, dans la repentance générale que le monde doit faire, qu'il y ait une teshuva pour Israël. La première. Nous devons nous repentir pour Poutine. Non pas pour le rejeter, parce qu'il était l'autre. Non pas pour rejeter son frère, son père, Broverman, qui était un homme génial, qui a payé de sa vie son dévouement, enfin une longue prison, il est devenu presque un légume, torturé. Non pas pour Andropov, qui a été toujours un homme qui a tout fait pour Israël tant qu'il le pouvait, mais parce que finalement nous sommes de l'histoire, nous sommes pris dans tout ça, et dans des choses qui nous dépassent, et nous devons maintenant tirer la leçon. Nous devons effectivement essayer de sauver Poutine, qu'il meure dans son lit, mais qu'il ne meure pas impuni. Et là, c'est très dur à entendre, hein, parce que nous aimons toujours être du côté Rechtshaberi. On dit toujours, on veut toujours avoir raison. Mais non, là, on n'a pas raison. On n'avait pas. Bon, bien entendu, j'ai toujours pensé qu'on n'avait pas tout à fait raison de refuser aux Palestiniens un certain nombre de choses, encore qu'on a accepté beaucoup de choses. Vous étiez un sioniste tiède, dites-vous, dans un livre important que vous avez consacré à J'ai d'abord été Israël, un sioniste tiède, parce que j'étais sioniste, mais je n'avais pas, par exemple, la détermination et le courage de mon épouse, Blandine, qui a toujours défendu Israël avec la plus grande... Pourquoi vous étiez tiède ? C'est pas aussi que pour vous, la guerre, c'était la guerre d'Espagne et que la cause, c'était le communisme Une très bonne réponse. Il y en a une autre. C'est que j'aime pas l'autosatisfaction sioniste, les tionotes, la vantardise. Ah oui. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Oui, nous avons toujours raison, mais non. Les claques, oui. Et alors, du coup, quand on voit que non, ça n'est pas tout à fait comme ça, vous trouviez ça arrogant ? Oui, je n'aime pas cette arrogance. Et je pense qu'il faut toujours répondre modérément en disant oui, nous ne faisons pas tout ce qu'il faut, mais nous ne pouvons pas non plus faire tout. Mais effectivement, il faut le faire, il faut faire tout ce qui est possible pour aller plus loin dans la paix et la réconciliation. Mais maintenant, grâce à notre réconciliation extraordinaire avec l'Arabie Saoudite, les deux choses sont faites, parce que finalement, quel est le sens profond de la Qibla ? C'est-à-dire le fait de ne plus se tourner vers Jérusalem dans la prière, mais se tourner vers la Mecque. C'est-à-dire, là, nous avons fait le deuil de Jérusalem. Je ne dis pas qu'il ne nous appartient pas aussi, d'ailleurs c'est ce que nous aussi, les Juifs, nous pensons. Ils ont leur place à Jérusalem. Mais ils ont une capitale à Ramallah, si on veut, et ils ont surtout une capitale à la Mecque. Et la subordination de leur volonté de nous chasser d'Israël, qui est de moins en moins forte, est subordonnée à la volonté que les vrais lieux saints, c'est-à-dire la Mecque et pas Jérusalem, dit finalement le là pour les musulmans du monde. Et vous avez votre place en Israël ? J'ai surtout ma place en Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours été un ami de l'Arabie Saoudite, je les connais bien, et j'ai avec Adel Jouber des liens privilégiés, et que c'est l'homme fort aujourd'hui le grand tournant saoudien. Et vous n'avez jamais songé à vous installer en Israël ? Mais bien sûr que si, mais cela viendra en son temps, et comme je dois le faire, c'est-à-dire que il faut d'abord que je règle les affaires de mes enfants, de mes petits-enfants, de tout ce qui est en France. Et petit à petit, je vais essayer de trouver une implantation en Israël, et je sais très bien où. Où ça ? À Fikin, tout simplement, sur la mer Morte. C'est-à-dire au-dessus, non, c'est devant le Golan. Je vais me mettre en dans le kibbutz de votre père. Bien entendu.
Ou pas loin. Et est-ce que là-bas, de temps en temps, dans ce kibbutz anciennement communiste, vous remettrez vos téphilines parfois? Écoutez, je suis très fier d'Afikim. Parce que c'est là où il y a vraiment quelque chose. Et ça va être ma réponse sur les téphilines aussi. Afikim est toujours fidèle à sa fondation. C'est-à-dire qu'au moment où, vous savez qu'on a dû faire un mouvement pour les boat people. Et on a donc dit que tous les pays du monde devaient prendre des boat people qui étaient venus sur les radeaux de fortune du Vietnam, etc. Alors, Begin a essayé de se défausser de ça. Il dit non, mais ça ne concerne pas Israël, parce que nous-mêmes, nous sommes un pays qui avons pris tant de réfugiés, etc. Il dit si. Et finalement, devant l'assistance internationale, notamment américaine, le pauvre Begin a dû signer d'accepter à peu près 200 familles de boat people vietnamiens. Mhm. Alors, ces jeunes gens ont été tous, il fallait tous les mettre dans un kibbutz. Qui s'est porté volontaire tout de suite? Oui, vous avez compris la réponse, c'est Afikim. Mhm. Donc, tous les boat people sont arrivés à Afikim. Ils ont été élevés, là, dans le kibbutz. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont eu 18 ans? 100%, je ne dis pas 80%, 100% des jeunes garçons et filles se sont portés volontaires pour faire leur service dans Tsahal. Mhm. Ils ont tous fait leur service dans Tsahal. Mhm. Ça vous parle? Ah bah écoutez, comment ça ne me parlerait pas? Mhm. Ça veut dire qu'Afikim est vraiment vraiment fidèle à sa vraie fondation. Alors communiste, il n'en est plus question, Oui. mais humaniste, Mhm. universaliste. Mhm. Ce qu'ils étaient tous. Ils étaient pour l'Union soviétique, ils étaient pour la fraternité des peuples, pour l'Union, bon, avec beaucoup d'illusions sur ce qu'était le communisme, ça je suis d'accord. Mais voilà. Ma cousine Enna, qui est la tante la cousine germaine de ma grand-mère, qui elle est sortie d'Auschwitz. Elle est allée directement à Sarid, le kibbutz des survivants, avec ses tatouages et tout ça. Mhm. Elle n'a plus jamais quitté. Ses enfants ont tous fait... lui, il n'y en a pas un qui parle allemand, bien sûr, mais ils me parlent anglais, comme ça. Mhm. Ils sont charmants. Et il y en a qui sont profs de gym, enfin des choses invraisemblables pour moi. Et voilà, mais il y a Sarid et Afikim. Et entre ces deux étoiles, il y a Israël. Et bien entendu, pourquoi, évidemment, je suis tellement fier d'Israël et je ne veux pas qu'on se vende d'Israël, parce que justement, Israël, c'est tellement plus haut. C'est Sarid, c'est Afikim, c'est le lac de Tibériade, et c'est le Golan. Et les téphilines dans tout ça? Ah bah, mettre les téphilines, c'est un geste par lequel on se retient. Vous savez que il nous en sert, donc on retient la force, la trop grande force d'Israël. Mhm. Et on sait que finalement, tout ce qui nous a été donné, c'est déjà dans le psautier, ça a été en latin, non nobis, c'est tua volontate. Ce n'est pas nous, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour ta volonté que tout ça est fait. C'est-à-dire que c'est la force de Dieu qui est beaucoup plus importante que la force des hommes. Et donc la grandeur d'Israël, c'est de se retenir et de retenir en nous cette force que Dieu nous a donnée, mais dont il nous a demandé de faire bon usage, que nous n'avons jamais la garantie de faire. Merci infiniment, Alexandre Adler, pour ce panorama de votre histoire.